Tire-livre, c'est les carnets privés, ça chuchote. Les carnets privés, c'est réservé aux abonnés. Mais justement, vous pouvez vous abonner. Je garde toujours une rubrique, en général jamais vers la fin. Aujourd'hui, elle sera vers le début. C'est ce que je reçois dans mes emails. Vidéo à email découvert. Là, c'est un gars que j'ai croisé qu'une seule fois, mais qui est traducteur de l'anglais. Il m'envoie via Messenger. L'auteur anglais qu'il traduit cite une phrase de Kafka. Il enquête sur cette phrase de Kafka, il tombe sur un billet de mon site Tire-livre datant de 2010. Ça remonte, vous croyez que je m'en souviens moi? La phrase de Kafka, c'était « Peur de la nuit, peur de la non-nuit ». Il voulait savoir si c'est moi qui avais traduit cette phrase de Kafka. Je ne me risque pas à traduire Kafka. Par contre, il y a un puissant moteur de recherche sur mon site. Je rentre, je retrouve l'article. Et en fait, j'avais parlé des cahiers in octavo. Vous savez que Max Brod avait fait une espèce de grosse compile des cahiers de Kafka. C'est Tagebücher, son journal, mais qu'il avait fait une grosse sélection en fait. Ce qui est curieux, c'est qu'il a pris à peu près le format, le volume du procès ou du château, et qu'il a compilé pour que ça tienne dans le vent, ce qui lui semblait pas digne. Tout ça. Et depuis, il y a des chercheurs, par exemple là, Kafka, dernier cahier, chez édition Nous, je vous le recommande, c'est d'une émotion considérable. Et puis, chez Rivage, on avait eu ça, un traducteur qui s'appelait Pierre Deus, ce que j'ai dit à mon correspondant, qui a repris les cahiers in octavo et les a traduits in extenso. In extenso? In extenso? C'est du latin. Je ne suis pas très fort en latin. C'est encore un euphémisme. Alors, je cherche cette phrase, je la retrouve, et je retrouve un passage d'une période, en 1917, où Kafka reprenait souvent les mythes, période où il écrit sur Ulysse, sur la tour de Babel. Et dans ces mythes, il travaille sur des figures qui viennent de Don Quichotte. Et voilà ce passage, 5 heures du matin. L'une des actions les plus importantes de Don Quichotte, plus pénétrante que le combat contre le moulin à vent, c'est le suicide. Don Quichotte mort veut tuer le Don Quichotte mort. Mais pour le tuer, il a besoin d'un endroit vivant qu'il cherche alors avec son épée de façon aussi persistante que vaine. Pris par cette occupation, les deux morts traversent les époques dans une roulade qui ne se défait pas. Je savais qu'il y avait ces passages sur Don Quichotte, j'aurais su les retrouver, mais ces deux Don Quichotte morts se poursuivant et qui ont besoin d'un lieu vivant. C'est mon premier point. On passe au suivant. Alors il faut que je le fasse bref aussi, puisqu'on garde le principe du chapitrage et vous avez une table des matières en dessous, donc vous pouvez passer d'un truc à l'autre, vous n'êtes pas forcé de tout écouter. On est mardi, et mardi dernier, il y a 8 jours, il y a un truc qui m'a mâché un point que j'aurais jamais pu. C'est un gars que je considère toujours comme un ami, on ne s'était pas vu depuis plus de 2 ans. C'est moi qui avais sollicité de se revoir. Et quand il est arrivé, j'ai compris qu'en fait, il n'avait pas du tout envie de me revoir. Et là, il ressort un vieux truc, institution, enfin, service public pour le livre. Ils avaient en fait commandité une enquête sur les conditions matérielles de vie des écrivains et l'avaient publiée. Donc avec l'argent public, on ne peut pas leur reprocher, c'est leur taf. Mais cette dame qui s'intitulait sociologue, en fait, resservait des poncifs sur 50 nuances de je sais pas quoi, parlait de Stephen King, enfin bon, c'était du remplissage, du robinet d'eau tiède, et puis au milieu, peut-être parce que elle était payée par une institution régionale, j'étais là, le régional de l'étape, qu'avec Internet, on pouvait toujours essayer de faire nos trucs, enfin bon... Comment pas réagir quoi. Donc bon, c'est vrai que j'avais fait un billet, je prenais bien des précautions et sur mon site, c'est facile à retrouver. Je mettais bien le respect que j'avais pour eux, le respect que j'avais pour leurs actions, l'amitié qui nous liait depuis 10 ou 15 ans de boulot commun. Et puis je disais, mais
Non, un truc de cette sociologue, franchement, elle vous en tue, quoi. Eh ben, figurez-vous que non seulement ils m'avaient pas pardonné, mais que ce truc avait dû faire du bruit dans leur petit machin, et résultat, ben, c'est pas la sociologue qui était tricard, c'est moi. Tu comprends bien qu'on peut plus travailler avec toi. C'est-à-dire que tout d'un coup, un truc quasiment d'ordre de censure professionnelle, c'est pas grave. Ils sont libres de choisir les auteurs qu'ils veulent, faire les actions qu'ils veulent. Plein que je connais, avec qui je suis ami dans leurs actions. Mais tout d'un coup, ça m'a fait comme un mur dans la gueule, quoi, une espèce de truc très froid. Je tremblais. Bon, j'essayais de non, laisser paraître que le moins possible, mais ce que j'avais pas prévu, c'est que ce tremblement là dans la bouche, que ça m'a duré 8 jours. Là, j'avais besoin d'en parler pour. C'est-à-dire, la phrase de ce copain, un gars que je connais depuis plus de 20 ans, quasiment, dire tu cognes trop lourd, tu cognes trop fort. Je dis mais sur quoi? C'est pas ce truc de sociologue, j'ai quand même le droit de dire mon avis. Ouais, mais tu cognes. J'ai dit alors vas-y, donne des exemples. Sur quoi je cogne? Tu cognes contre le ministère de la Culture. Bon, ça tombe bien, j'en suis employé, je suis fonctionnaire au ministère de la Culture jusqu'au 31 juillet 2019. Heureusement que dans une communauté comme ça discute. Alors, sur la question du livre, ouais, il y a des trucs, on s'est opposés. C'est quoi? Je me suis opposé au truc de le dispositif Relire. 12 millions ou plus, 16 millions balancés par l'État dans une espèce d'usine à gaz avec des entreprises privées qui numérisaient les ragnagnas, les collectifs, la BNF qui n'était jamais plus réédité pour un. Bon, et on a été plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Oui, on a fait capoter ce truc-là, mais aucun regret. Est-ce que c'était cogné? Non, c'est sur quoi je cogne avec. Il y avait un dispositif qui s'appelait MO3T, c'était un partenariat avec Orange sur la distribution de livres numériques. En quoi l'État a se mêlé de distribution privée de livres numériques? Ils ont injecté plus de 6 millions là-dedans. Bon, il y a eu d'autres, mais chaque fois, toutes ces positions, tous ces trucs, j'ai toujours développé sur le site. Puis bon, il n'y a que ceux que ça intéresse qui y vont voir. Mais c'est la vie professionnelle. J'ai dit, mais sur quoi tu cognes? Sur les DRAC. Oh, alors là, ça tombait mal, parce que DRAC, les directions régionales d'action culturelle, quand j'ai commencé les ateliers vers 93, je connaissais tous quasiment les responsables du livre dans les DRAC en France. C'était des amis, des proches. On a lancé tous ces trucs d'ateliers d'écriture vraiment ensemble, mais en gros, ça fait plus de 15 ans que maintenant, en tant qu'auteur, on n'a plus du tout ni à les rencontrer, ni à négocier avec eux. Je pense que la dernière fois, oui, ça devait être une visite de politesse d'un représentant de la DRAC à ce qu'on faisait à la médiathèque d'Argenteuil. Bon, au contraire, c'était du remerciement, travailler un petit moment sur qu'est-ce qui va pas, mais jamais cogné là-dessus. Et bon, après, ouais, les éditeurs. Il me dit, mais les éditeurs, mais là, effectivement, je viens de mettre en ligne des sommaires sur des versions intégrales dans mon site de 2 livres au seuil. Après le livre 2011, Autobiographie des objets, 2012. Il me reste le Proust à faire, 2013. Mais le seuil, la dernière fois qu'il m'a envoyé un relevé de vente, même avec tous les poches Lovecraft depuis, c'était janvier 2017, en bloquant les droits en décembre 2015. Mais il faudrait qu'on se taise. Alors qu'une institution, un service public du livre préfère soutenir la chaîne du livre, d'accord, tant mieux. Et c'est vrai que ce qui me mâche, c'est que si tu fermes ta gueule et tout ça, ils sont gentils, ils ont pitié, quoi. Mais si toi, tu retrousses tes manches et que tu te bagarres, ben non, toi, tu sens le brûler, quoi. Bon, ça commence à aller mieux. Alors, pourquoi j'en parle? C'est pas tellement pour le truc, j'ai pas à me plaindre, tout ça, c'est simplement qu'on a l'impression de se prendre une espèce de couteau et de s'enlever une part de soi. C'est-à-dire, on pense qu'on a des amitiés, on pense qu'on a des partenariats, on pense qu'on est ensemble dans ces bagarres sur les questions du terrain, qui, moi, m'ont toujours été une part de ma vie, de mon boulot, puis tout d'un coup, ah non, cette part de toi, en fait, tu le savais pas, mais elle t'avait déjà été, on t'en avait déjà opéré, quoi, en gros. Et donc, découvrir qu'en fait, le besoin de confiance, pas d'affection, on ne demande pas à être aimé, mais la,
cette espèce de paix qu'on voudrait pour marcher ensemble, pour aller de l'avant. Puis tout d'un coup, ben, on s'aperçoit qu'on est un peu plus seul qu'on croyait. Bon, on fait le chemin à l'intérieur, et puis bon, l'avantage, c'est que toutes ces choses-là, c'est susceptible d'évoluer, de changer d'affectation, tout ça. On n'en parle plus. Mais je ne pensais pas que une espèce de petit truc comme ça, que vous saviez pas des ennemis et que tout d'un coup, euh, on le découvre rétrospectivement, que ça pouvait me mâcher à ce point-là. Allez, point suivant. Hein. Ah ouais, un petit truc qui est pas grand-chose non plus. Mais en ce moment, sur Twitter d'un côté, sur Facebook de l'autre, il y a ces espèces de défis. Euh, Pendant 10 jours, tu mets une couverture de livre. Ponc, sans rien. Pas de commentaires, quoi que ce soit. Et puis, tu nommes quelqu'un qui va en faire autant. Donc, se propage de ces chaînes. J'ai toujours vu ce genre de chaînes sur les réseaux. Ça date. Dans mon enfance, il y avait ça aussi. T'envoyais des timbres postes. Bon, ça marche jamais complètement, ce genre de chaînes. Mais avec Facebook, ça prend un truc. Et c'est intéressant parce que vous voyez des gens que vous estimez et qui vous font part de lectures qui ont compté pour elles, eux. Et plusieurs fois, et je passe le relais à François Bon s'il veut bien, mais non, je veux pas. Par exemple, c'est vrai qu'en ce moment, pour moi, c'est pas évident de dire ce que je fais ici. Tiens, par exemple, Jacques Abeille, vous savez, les jardins statuaires, ça s'appelle le veilleur du jour. Euh, donc j'ai envie de dire là, dans ma chaîne vidéo, ce que je dois à Jacques Abeille et ce truc très bizarre que pour moi, Jacques Abeille, c'était collection texte Flammarion en 1982, donc en gros le sanctuaire le plus difficile du contemporain, et puis que 30 ans après, on découvre qu'il est en folio science-fiction. Bon, cette expérience-là, pour moi, ça peut pas être simplement de mettre une couverture. Donc, je m'absente de ce jeu-là. Je suis content qu'il existe, mais je peux pas répondre positivement parce que j'ai l'impression que ça me saperait totalement l'expérience un peu folle qui serait ici. Tiens, là, maintenant, aussi pour me consoler de ce truc il y a 8 jours, j'appelle ça construire un palais de littérature, construire un palais filmé de littérature. Ce sera ici mon palais filmé de littérature. Donc je ne peux pas avoir simplement la couve Kafka in octavo. Il me faut entrer dans ce passage où tout d'un coup un Don Quichotte mort combat un Don Quichotte mort, parce que c'est la seule condition pour faire émerger un lieu vivant. Qui est quel lieu? Le lieu de l'auteur qui l'énonce, peut-être. Ah, ça nous emmène loin, ce bazar. Suivant, on reste sur les réseaux. Parlons YouTube, justement. Moi, j'ai ma page d'accueil, YouTube, et puis on a une petite fonction, les copains ne l'utilisent pas forcément, des fois ça me chagrine un petit peu, on a le droit de mettre une dizaine de chaînes qu'on recommande. Donc, sur ma page d'accueil, bon, je ne sais pas qui clique forcément sur ces trucs-là, mais je recommande des chaînes qui, pour moi, importent dans cette question littérature. Et du coup, sur cette colonne, YouTube en rajoute une autre, chaîne populaire. Et là, les chaînes populaires de YouTube, ça fait que sur ma page d'accueil, j'ai des recommandations de trucs qui sont nuls à chier. Ce qui n'empêche pas que des fois, elles soient financées par le CNC, qui propose des aides à des youtubeurs à condition qu'ils aient déjà passé le cap des 100 000 abonnés. Je vous dis pas les merdes que finance le CNC en ce moment, affligeant. Bon, mais là, c'est pas le cas. Alors, tout d'un coup, moi, le truc, c'est dit, voulez-vous décocher cette option? Bah ouais, je préfère Arnaud Delacote, Gwen Daniel, Stéphane Urani, etc. Et là, message de YouTube. Si vous désactivez les recommandations populaires, vos propres recommandations n'apparaîtront plus. Boum. T'aperçois que c'est pas tendre en face. Alors c'est ça la question, ça renvoie à ceux qui quittent Facebook, mais qui immédiatement semblent s'évanouir dans la nuit, dans la grande nuit. Ne m'intéresse même plus, parce que qu'est-ce qui m'intéresse, y compris sur Facebook. Ce matin, il y avait une analyse d'André Markovix sur sa propre judaïté et sur les petites merdouilles politiques d'époque Mais André, il le fait avec hauteur, et moi j'ai besoin de lire ces analyses de Markovix. Donc non, je quitte pas Facebook, mais
c'est sans illusion sur la dureté de ces algorithmes qu'on affronte. Alors, on retourne encore à point d'avant. Tu cognes fort. Ben ouais, je vais pas me laisser faire avec ce truc de YouTube. Donc, on joue contre, on joue avec. Et puis les autres en face, ils vous diront, même si c'est vos amis, ah, ce serait tellement mieux si tu fermais ta gueule. Et on continue de faire semblant, il faut aider la librairie et tout ça. Bon, bien sûr qu'on l'aide, bien sûr que voilà, tous les livres que j'achète, tiens, j'en ai des gros, là, tiens, j'en ai acheté là. 48 €, les carnets de Heidegger, 1931-1938. Et c'est des trucs qu'on touche avec des pincettes. Mais le boulot intellectuel, y compris pour comprendre ce qui se passe en ce moment, si on va pas au charbon, on fait quoi? On est qui? Suivant. Alors du coup, dans ce grand vadrouillage, j'avais la question, qu'est-ce que tu fais au fait? Est-ce que le fait d'imprimer tes livres tout seul, de distribuer tes livres tout seul, bon, effectivement, ça te sépare de ces réseaux mainstream, ça te sépare de ce truc de soutien dur, ils s'en aperçoivent même plus de ce qu'on fabrique dans notre coin. Et qu'est-ce que tu fais? De la littérature numérique? Non, j'ai plus besoin de l'adjectif. Je continue ma tâche de littérature. Oui, mais ça fait pas du livre. Si, ça fait des livres. La preuve, c'est que je les compose moi-même et que ça m'intéresse de savoir comment on compose des livres et qu'on les distribue en temps numérique. Puis ce que tu fais sur YouTube, c'est pas travailler sur du code, c'est pas travailler sur utiliser les metadata, les bases de données, les algorithmes et les convoquer pour fabriquer du texte à partir du numérique. Donc ce que tu fais, si c'est pas de la littérature numérique, alors peut-être je me suis dit tout d'un coup, peut-être que ce que je fais, c'est rien. Est-ce que je fais de la littérature numérique? Est-ce que je fais de la littérature? Ou est-ce que je fais plus rien du tout? Puis là, tout d'un coup, ça m'a soulagé. Bah, c'est rien du tout. Si on le fait ici et que ça devient ce journal, peut-être que ce rien du tout, c'est justement mon instance de légèreté, peut-être mon instance de sauvetage. Vous savez, dans le Maelstrom d'Edgar Poe, il y a la barque qui s'enfonce avec le frère qui s'accroche à la barque, puis celui qui lance une sorte de barrique à l'eau, puis s'y accroche, parce qu'il a remarqué que les légers avaient plus de chances de ne pas être attrapés par le fond du Maelstrom. Je suis léger parce que peut-être, ici, c'est rien du tout, mais ensemble. Ah ouais, c'était un rêve qui était lié aussi à ces histoires de machin qui m'avait mis en tremblote aussi, mais pas pour la région, pour ailleurs. Je voyais des trucs de masterclass. Et bon, je vois bien qui avait été invité, qui n'avait pas été invité. C'est des propositions intéressantes. L'auteur doit parler de lui. Puis moi, je me disais, mais merde, si en ce moment j'avais un devoir de parler de mon œuvre, j'arriverais pas, je serais coincé. Donc je parlerais d'autres choses. Et là encore, quelqu'un que j'aime bien, que je considère comme un frère, et c'est pour ça que je regarde de près. C'est le truc, l'auteur défend quelque chose qu'il a envie de défendre. Donc effectivement, pour moi, je pourrais très bien venir parler de Lovecraft, ma recherche sur ce que je fabrique à l'intérieur de Lovecraft. Et puis il y avait aussi des sortes de workshops, mais un atelier fait sur 2 journées séparées avec des exercices à faire chez soi. Ça. Bon, donc j'ai bien compris aussi pourquoi peut-être le copain n'avait pas voulu que je sois dans son casting de masterclass, parce que ça aurait pas été mon mode de travail en gros. Donc on est dans la bonne amitié, etc. Mais c'était une espèce d'insomnie qui revenait. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu ferais dans ce truc-là? Tu te plains qu'on t'invite pas, mais en même temps, tu vois bien que tu ne sais pas ce que tu pourrais y faire. Tu n'es plus là. Et par exemple, avec ce truc, est-ce que je peux habiter Internet? Si je dis, je construis mon palais filmé de littérature, à ce moment-là, je peux habiter dans ce palais. Le facteur cheval l'a bien fait. C'est un modèle qui me convient. Dans ce cas-là, pas besoin non plus d'aller sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a à défaire de soi encore plus? Et là, dans ce flottement, vous savez, qui est très étrange, qui appartient aux insomnies, on est toujours dans l'insomnie, mais c'est très vague, ça bascule et tout. Et tout d'un coup, j'y étais. J'étais dans une grande salle noire.
Il y avait des petites bougies installées un petit peu partout. C'était une salle qui ressemblait à une que je connais dans la même ville, là-bas où j'étais il n'y a pas très longtemps. Et puis là, ce que je proposais, c'était de parler de Baudelaire. Mais la seule proposition que je faisais, c'était de partager mon intimité avec Baudelaire. C'est-à-dire de proposer une expérience de l'intime avec Baudelaire. Parler, chuchoter, dire, examiner des choses biographiques. Et est-ce qu'on pouvait avoir une durée commune dans Baudelaire? Et dans cette insomnie, ça me ramenait à une grande confiance. C'est-à-dire que, effectivement, là, je vais quitter cette école où j'enseigne. Donc, dans les années à venir, je vais réexercer une liberté. Et cette liberté, ça pourrait se dire aussi. J'ai pas envie d'aller défendre mes propres trucs. Ce que j'aime, c'est faire écrire. Oui, ça, d'accord. Par contre, ce que j'aime aussi, c'est aussi ce que je fais en partie dans cette école, c'est est-ce qu'on peut partager Rabelais, Balzac, Saint-Simon, Coltès, Henri Michaud, Franz Kafka, et puis se dire, mais qu'est-ce que c'est bizarre que finalement ce truc qui serait le premier cœur de notre partage, parler de Baudelaire, être dans Baudelaire sur une durée de 2 heures, que ce soit finalement ce qui intéresse le moins aujourd'hui. Retour au point de départ. Quand vous entrez à Orsay, le long de la grande allée, sur la rive droite, j'allais dire, il y a une expo temporaire consacrée au peintre Paul Sérusier. Il y a aussi Bonnard, Vuillard, un qui s'appelle Maurice Denis, que je connaissais déjà, et plein d'autres qu'après je ne connais pas du tout. Et c'est un tout petit tableau de ce Sérusier, qui ne sont pas des gens politiquement très intéressants. Ça aussi, c'est notre truc que je suis en train de découvrir là dans le catalogue. Mais c'est un tout petit tableau qui s'appelle Le Talisman, exposé par la conservatrice Claire Bernardi, de façon à ce qu'on voit l'arrière de la toile, donc le métatexte du peintre, la matière, ce que travaille le peintre pour fabriquer le support, décaler le support, et puis bien sûr le tableau, la face avant principale. Et dans cette expo, il y a toute une suite de tout petites choses qui sont pas plus grandes que nos fenêtres de vidéo. On n'est pas dans de la peinture grande, monumentale, même il y a des Renoirs, etc. C'est des choses toutes petites. Et là, Claire, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est des choses que les peintres s'offraient entre eux. C'est des choses qu'ils faisaient pour expérimenter. Moi, je fais souvent ça avec ma caméra maintenant. Un petit détail, un petit truc. On expérimente, mais ces choses-là, ils se les offraient l'un à l'autre, ou bien ils les gardaient comme étant des choses à mettre sur sa table. La peinture qu'on fait pour soi. C'est quelque chose que j'avais jamais vraiment imaginé, en fait. Même connaissant bien et Munch et Hopper, en ce moment Charles Schiller et tant d'autres qui me sont si vitalement proches, rien de plus proche que la peinture. Après, il y a la musique, l'architecture, la littérature, ça vient, mais après. Et ça aussi, ça me redonne confiance. C'est-à-dire, avec ces carnets, ici, on n'est pas dans de la vidéo de démonstration, c'est des choses que j'ai envie de dire pour moi, parce que sinon je ne les dirais pas, et que c'est mon mode d'exercice de cette vieille chose qui s'appelle le journal. Une chose qui m'est terrible quand je prends ma petite carte SD, hop là, je branche ça sur l'ordinateur, je branche ma petite carte SD dans ce trou ici, dans cette petite fente. À côté, je branche mon disque dur avec les vidéos. Je fais l'importation, j'ouvre Final Cut, nouveau projet. Je mets un titre. Je ne sais pas ce que sera encore le titre pour cette vidéo-ci. Et puis, je regarde ce que j'ai filmé. Et là, c'est terrible parce que fabriquer une vidéo, c'est un nombre incroyable de paramètres à préciser en amont. Est-ce que j'ai bien branché le micro? Est-ce que le micro est bien réglé sur manuel pour pas saturer? Est-ce que je branche mon petit zoom à côté? Là, c'est très dangereux ce que je fais parce que lui va attraper ce micro. On me dit aussi, mais pourquoi tu as ce micro Rode toujours dans le champ alors que tu pourrais prendre un petit cravate? Ouais, mais il me plaît mon micro. J'ai pas besoin d'ailleurs de mettre ça. Je sais pas si on le voit mieux comme ça. Mais je parle à ça et
c'est important cette matérialité de la question du support de voix en tout cas. Et puis celui-là, il s'en va dans le petit zoom, après j'importe, je synchronise, c'est rien du tout, c'est un artisanat qui fait plaisir. Quand vous êtes sur un texte, la partie artisanat du texte est tout aussi considérable. Simplement, cette connerie de vidéo, quand on n'est pas né dedans, est-ce que je laisse l'autofocus ou est-ce que je l'enlève avec le risque que ça grince et que ça fasse du bruit? Comment j'ai réglé? Est-ce que j'ai bien réglé en manuel? Qu'est-ce que je fais avec mes ISO? Comment je fais enfin bon, tout ce machin. Mais il y a du plaisir aussi à apprendre petit à petit ces choses que franchement je découvre seulement depuis 2 ans et pas avant. Alors il reste un truc, c'est le bonhomme. Et le bonhomme, j'ai ce truc que ma grand-mère non plus, elle savait pas faire. Nous, nos yeux, ils se ferment. Je sais pas, il faudrait mettre du scotch ou quelque chose comme ça pour que l'œil soit plus grand, ouvert quand il parle. Mais j'ai toujours l'impression, ça m'arrive aussi en cours, je sais pas ce qu'en pensent les étudiants, ils vous font pas trop de cours. Au bout d'un moment, je suis en train de parler, j'ai les yeux fermés, et chaque fois que ça devient un peu difficile, un truc que j'ai à dire sur Proust en ce moment, tout ça, je me dis, oh merde, faut pas que je ferme les yeux tout le temps. Et je rouvre les yeux, mais avec la caméra, j'ai pas encore appris à tenir les yeux ouverts. Combien de fois j'ai fait de shoot avec des photographes du temps des bouquins où ça ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Et là, ça me revenait, j'ai dit, qu'est-ce que je vois différemment ou autrement du fait quand mes simples problèmes de vue et d'avoir en particulier l'œil droit un peu cramé par les écrans et qu'il y a beaucoup de flou là-dedans et tout ça, se dire est-ce que je ferme les yeux parce que j'apprends à voir au-dedans et dans le voir que je transfère à l'outil optique qui est devant moi, en quoi la caméra m'aide à travailler sur une publication, même privée, limitée, confidentielle, puisque ces carnets sont réservés à mes abonnés, qui soit ce partage de ce que je peux lentement apprendre à voir dedans, et que c'est pour ça, pour ce travail du voir en dedans, que j'ai laissé depuis si longtemps mes yeux se fermer. C'est pas une fin, mais ça ouvre à de la fiction. Par exemple, dans ce projet de construction d'un palais filmé de littérature, il y a cette idée qu'à partir du mois de juin prochain, puisque je retrouve mon temps complètement libre, l'expression « refaire sa vie », et je ne vais pas la refaire complètement, on ne peut pas, mais il y a plein d'endroits où j'aimerais revenir maintenant, non pas pour chercher l'endroit lui-même, tout ce qui s'est abîmé, épuisé, ou tout ce qu'on a oublié, ou tout ce qui était lié simplement au moment, au jour qu'on y passait, mais juste pour dire, est-ce que je peux refaire cet inventaire-là qui était que dans cette période-là, par exemple la ville de Civray, dans la Vienne, de la 6e à la 1er, ou le petit bled de Vendée, Saint-Michel-en-Herbe. Je suis né à Aiguillon-sur-Mer, mais un an jusqu'à la 6e, c'était là. Revenir et aller filmer, non pas ce qui est devenu Saint-Michel-en-Herbe, non pas ce qui est devenu Civray, mais essayer de trouver dans le réel de maintenant ce que c'est dans ma tête. Peut-être qu'à ce moment-là, dans cette construction d'un palais filmé de littérature, je vais pouvoir y arriver à refonder tout le monde. Il y a le décès de Jonas Mekas, je pense que ça, on a quelques-uns, ça nous perturbe beaucoup plus qu'on croyait. C'était le carnet d'aujourd'hui. À tout bientôt. À tout bientôt. Et qu'il est bien mon micro pour ça. À tout bientôt.